Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique du dernier volet de la trilogie Mad Max Au-delà du Dôme du Tonnerre, un film sorti en 1985 mais je crois qu'on va quand même l'appeler Mad Max 3. Un film de George Miller et d'un autre George Ogilvy, on va dire Ogilvy. Voilà, c'est pas très bien prononcé mais bon c'est pas grave. C'est un film avec Mel Gibson et Tina Turner. C'est un film qui a coûté 12 millions de dollars, il en a rapporté 36 à ce que j'ai lu. Ça me semble un peu léger 36 mais pourquoi pas. Il dure 1h47 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Eh bien c'est encore Mad Max. Enfin je veux dire Max qui est mad, mais bon il a eu des petits problèmes capillaires, il a les cheveux très longs et il va se retrouver encore dans un sacré bordel entre une cité divisée en deux et un groupe d'enfants. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en VHS et j'ai presque envie de dire que c'était il y a plus de 10 ans. Alors je l'ai revu en Blu-ray et j'ai une très bonne sensation à la fin du film. Et je vais essayer de défendre ce film. Ou en tout cas vous parler un peu de ce qu'il pourrait vouloir dire. Pour aussi faire relativiser votre avis, qui est souvent assez négatif, faut bien dire, concernant ce troisième volet. J'ai eu énormément de mauvais retours dès que je parlais un petit peu de Mad Max 3. Alors là, tout le monde, ah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est moins violent. Ah, les courses-poursuites, il y en a moins. Blablabla, blablabla. Alors, c'est encore les problèmes des Français. Par rapport aux Anglais qui ont beaucoup plus accepté le film, à ce que j'ai constaté. Je crois que c'est important de le signaler. Le film a été beaucoup plus analysé et accepté par les anglo-saxons, je ne sais pas si ce sont les anglais ou les américains, en tout cas les anglophones, sur internet que chez les français, curieusement. Cette fois-ci, dans ce troisième volet, absence de road movie. Avec ce Mad Max là, au-delà du Dôme du Tonnerre, les routes ont disparu et on est bien loin des courses-poursuites incroyables, même s'il y en a une à la fin. Par ailleurs, George Miller situe pour la première fois très très clairement le lieu de l'action, l'Australie, puisqu'on aperçoit à la fin du film des ruines de l'Opéra de Sydney. Donc en final, on peut s'en douter que tout ce qui se passe dans les deux premiers, c'est en Australie. Parce que sinon, Mad Max serait parti en bateau. Max évolue dans cet univers plus désertique que jamais et va rencontrer des gens, plein de gens, et rencontrer des lieux différents. Il va dans un premier temps trouver Bartertown, qui est une ville qui tient sur un fil, qui est divisée en deux espaces majeurs, ce qui est une très bonne idée, donc le sous-sol et l'extérieur, la surface. On peut aussi en observer une division de la narration, du récit même, en deux parties, entre tout ce qui se passe sur Bartertown, la domination de la société pourrie, faut dire ce qui est, c'est une parodie de civilisation, et dans la deuxième partie, une tribu qui vit en autarcie dans un canyon isolé. Et quand je dis que Bartertown est une société un petit peu pourrie, c'est que l'énergie qui fait fonctionner cette ville provient de la merde de porc. Voilà. Donc ça sent pas très bon pour cette ville, et dès que Max arrive là-dedans, il se voit déjà dans le beau drap. Il fait face à des lois, mais à d'autres lois que les siennes qu'il a défendues dans le premier opus. Face à ces nouvelles règles, dès que Max ne les suit pas, ça cause des problèmes. Et ce qui est intéressant à propos de ce film, c'est que les gens qui se tuaient dans tous les sens dans les films précédents, là, résout le problème en créant un duel dans un seul lieu. Le Dôme du Tonnerre, le titre du film, le Thunderdome, qui est le lieu de la justice et de la culture. Au final, c'est un peu la télé. Tout le monde y vient pour voir les massacres. Une arène, bien entendu, et c'est là qu'on peut tout de suite bifurquer et se dire que, après avoir exploré le western, George Miller revisite le péplum, voilà. Mais cette fameuse arène n'est pas très mémorable, mais c'est une très bonne idée, hein. Ce dôme de la violence, le combat lui-même est intéressant, assez original avec l'utilisation d'armes, ça fait un peu catch, mais cette scène n'est pas importante dans le film, c'est pas le centre du film, aussi bien le centre du film que le centre thématique du film, mais on l'a utilisé pour le titre parce que c'est vendeur qu'on le mette comme ça en titre du film. Mais ce titre n'est pas ce qui se passe dans le film. Alors, quel serait le problème de ce Mad Max? Si, c'est peut-être le ton du film. Max devient une figure comique.
Je vous renvoie au passage où il dépose toutes ses armes, un petit peu comme dans The Last Action Hero quand il y a Schwarzenegger qui pose des tonnes de flingues et qui dit « Ça y est, j'ai perdu 10 kilos ». Oui, il y a un gag un petit peu comme ça et on le voit et ça n'en finit pas de déposer les armes. Et aussi l'homme de main de Tina Turner qui, je crois, s'appelle Iron Bar, qui devient presque une caricature de Wile E. Coyote. C'est un film qui est plus cartoon, plus comique. Il se détache de ses origines à mon avis, même s'il y avait toujours un côté un petit peu comique dans les Mad Max. Que reste-t-il au-delà de cette violence? Ça, c'est une question que l'on peut tous se poser. Après avoir vu ce film, qu'est-ce qui nous reste? Est-ce que c'est moral ou non? Pourquoi il fait venir de l'humour comme ça dans son film? Mais c'est une vraie question, mais je dis pas forcément que c'est mauvais, parce que n'oubliez pas, comme beaucoup de films, le réalisateur fait une chose, mais après Internet et les fans s'accaparent le film et en donnent une autre interprétation, donc ça aussi c'est très dangereux. Si Miller avait décidé qu'il y ait de l'humour dans ce film, je crois pas qu'on peut lui reprocher ça. Enfin, ce serait quand même un petit peu maladroit. C'est moins violent, peut-être trop proche de ce qu'on pourrait attendre d'Hollywood, mais je trouve qu'il joue la sécurité là en fait. C'est un peu comme le Retour du Jedi et l'Empire contre-attaque quoi. C'est plus léger, plus aventureux, plus divertissant encore. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose, mais ça reste une épopée. C'est-à-dire un film qui a même plus d'ampleur que le précédent, qui semble brasser plus de choses que les précédents. Je peux lui reprocher peut-être un petit manque de structure, on ne sait pas exactement où va le film. Ce n'est pas un mal de aussi déstructurer ses films et que ça soit moins classique, mais c'est vrai que particulièrement dans la deuxième partie, là où il y a les enfants, c'est très surprenant. On passe à un tout autre film, mais c'est incroyable, et c'est même une force de ce film. Parce qu'au début, on est avec des adultes, et tout d'un coup, on est dans un autre truc. Mais vraiment, c'est hallucinant. Le film travaille dur d'ailleurs pour faire exister ces enfants. Parce que notre futur, ce sont les enfants. Et c'est là qu'on peut renvoyer à la filmographie même de Miller. C'est pour ça que ce choix est aussi très cohérent que ce qu'il a fait par la suite des Mad Max. Il a fait entre autres, il a participé à l'élaboration, je crois que c'est en production de Babe, le cochon. Il a fait le deuxième, il me semble bien. Et bien sûr, il a fait Happy Feet, qui est pour les enfants avec des enfants. C'est une grande question ça. Et c'est aussi la question de la maison, comme ils disent dans le film Coming Home, c'est retrouver son chez-soi. C'est la grande question du film, le foyer. Et à la fin, il y a une grande désillusion vis-à-vis de ce foyer. On voit des cités poussiéreuses, comment créer la légende de cette maison, de ce foyer qui existe, et après la désillusion à la fin du film. Alors je pense qu'il faut arrêter aussi de vouer un culte incroyable au deuxième. Il y a des choses qui manquent dans le film, des développements, et qui sont présents dans le troisième. C'est ça qui est intéressant, les trois sont intéressants parce que les trois offrent une vision globale de ce que voulait faire Miller. Le premier est aride, le deuxième est désespéré, et dans le troisième, il y a quand même une petite touche d'espoir. Le pauvre Max est laissé pour compte et on a une poignée d'individus qui s'en sortent indemnes. Max n'a jamais été aussi calme dans ce film, c'est incroyable. La maîtrise de ce mec. Il est tout à fait dans la lignée des gens comme Clint Eastwood, Bronson ou John Wayne, un peu proche du héros reaganien sans les muscles, mais c'est l'image du cow-boy à laquelle Reagan a participé, rappelons-le, le héros protecteur, sauveur de l'ordre social, continuellement opposé à la déviance, parce que rappelons-le, c'est quand même un flic. Faut pas l'oublier, je crois ça. C'est très important. Même s'il est déviant, lui-même, il a quand même un code de l'honneur et un code de la discipline et de la sécurité. On ne peut pas le nier. Et donc c'est tout à fait normal qu'il veuille récupérer absolument sa caravane au début du film parce qu'on lui a volé. Max donne l'impression d'essayer de voir jusqu'à où il peut aller. C'est quelqu'un qui fonce tête baissée pratiquement dans des situations incroyables et on pense qu'il va mourir à chaque fois et il s'en sort et on se demande presque s'il le fait exprès. Et c'est tout ce qu'on voit dans le premier film. Le premier film, on le voit quand il fonce vers la voiture avec le Knight Rider et le Knight Rider, c'est lui qui vire de bord. Donc ici, on continue dans cette voie-là. On voit que le mec, il va aller jusqu'au bout de son idée. Dans le film, on a quelque chose de très classique concernant le personnage,
la mort et la renaissance au milieu du film, avec le retour avec l'élixir. Le retour avec l'élixir, donc c'est des conceptions de scénario. Je crois qu'on le doit à Joseph Campbell. Je crois pas que ce soit Robert McKee qui a inventé ce principe. Le retour avec l'élixir, c'est le retour avec la force qu'il lui fallait pour accomplir la mission. Ça peut être un pouvoir, ça peut être un individu. Et lui, c'est quand il découvre les enfants qu'il a la volonté de revenir à Bartertown et à faire ce qu'il a à faire tout simplement. J'ai l'impression que Spielberg s'était grave inspiré de ce moment avec les enfants pour faire Hook. Mais c'est pas mal, ça veut dire que le film a eu une petite legacy. Ça, c'est formidable. Franchement, c'est formidable. Moi, je trouve que c'est très bien parce que le film, il se fait un peu désinguer un peu de partout. Et de voir des points, mais qui sont très très clairs dans le film quand vous le verrez et que vous revoyez Hook après, c'est assez évident. Et c'est la rédemption. Max, qui a perdu son enfant, prend la défense de la communauté des enfants. C'est tout à fait cohérent. Max récupère enfin son humanité. Mais après, ça mainstreamise le film. C'est vrai, ça le mainstreamise un petit peu. Mais il y a une vraie résolution du drame pour le coup. Il tente de se libérer de ce monde qui a tant changé. Alors, il se sacrifie une fois de plus pour donner une chance de liberté à quelques personnes, mais qu'on voit à la fin se développer. Et ça, c'est très important. Et on voit dans toute cette série qu'il est, il est beaucoup forcé. C'est-à-dire, il est forcé par le destin à faire des choses. Et dans ce film, à la fin du film, mais Max, il a tout perdu, mais absolument tout perdu. Il est seul dans une espèce de chaos environnant. Il n'a même plus de moyen de repartir chez lui, de repartir tout court. Voilà, il est seul dans la fumée. Voilà, il a vraiment plus rien du tout. Oh là 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 là. Et le mec, il va continuer encore, il va créer sa légende, parce que bien sûr tout le monde va parler de lui comme le sauveur. Bien qu'il a toujours été forcé de sauver les gens par des situations, par le destin. Son destin, c'est de souffrir à la place des autres, c'est vraiment ça. Et il est opposé à un personnage des plus improbables, Tina Turner, une dominatrice. C'est la chef de Bartertown, en tout cas de la partie au-dessus, parce qu'en dessous il y a un petit mec, je vous en parlerai un petit peu après. Donc c'est une dominatrice de la jante masculine, c'est un peu le miroir féminin de Humungus et de sa horde dans le deuxième. Alors autant on tue Humungus dans le deuxième, mais ici on ne va pas tuer Tina Turner, voyons. C'est quand même une femme d'une part, et d'autre part une star. Mais elle-même, elle n'a rien de spécial. Des fois, presque, elle parle comme si elle se croyait sur scène. C'est un petit peu fou des fois, hein, quand elle fait des grands speeches et des trucs comme ça. Elle cabotine, je trouve, c'est assez terrible. Mais c'est peut-être fait exprès, hein. Parce qu'il y a tellement de barges dans cet univers. Mais c'est, il faut bien le dire, pour apporter de la crédibilité à l'univers auprès des financeurs. Tu te dis, il y a Tina Turner dans le film, c'est du poids lourd, parce que bon, peut-être maintenant ça vous dit rien Tina Turner. Bon, vous connaissez peut-être parce que vous avez entendu, je sais pas moi, la musique de GoldenEye. Alors là, GoldenEye, là, ça, tout le monde connaît le générique de GoldenEye, mais bon, dans les années 80, c'était quand même quelqu'un qui chantait beaucoup, qui était très très connu. Et Tina Turner ici, bien, elle apporte son nom et sa réputation dans le film pour faire venir aussi un petit peu les gens, parce que ça reste la série des Mad Max, ça reste une trilogie quand même un peu marginale, hein. C'est pas comme si ça avait été aussi médiatisé qu'une autre trilogie dans les années 80, Retour vers le futur. On est vraiment très très loin de ça, donc il fallait aussi apporter du poids lourd au casting. Et ici, c'est une chef qui a des portes jartelles en Côte de Maille. C'est le grand luxe. De trucs en maille un peu ridicules. On peut se demander comment une femme peut contrôler autant d'hommes. Parce qu'elle a peut-être couché avec chacun d'eux, on n'en sait rien. Mais en attendant, elle fait office de leader d'une poignée de reclus dans une ville qu'elle essaye de contrôler plus ou moins. Face à elle, nous les voyons dans la deuxième partie du film, les enfants. Ils font beaucoup penser aux Ewoks, en fait, avec leur petit coin de paradis. Et même chez les enfants, beaucoup plus proche de la nature, il y a aussi des problèmes de domination. Après, on peut toujours déstructurer les choses et chercher la petite bête. Question, mais tous ces enfants, ils viennent d'où et tout ça. Mais il faut aussi des fois accepter un peu ce qu'on nous présente. Ou sinon, on n'accepte rien du tout. On se bloque continuellement avec le récit. Et finalement, après, on passe un mauvais moment. Alors que le but quand même d'un film, c'est de passer un minimum de bons moments. On ne cherche pas à voir quelque chose de réaliste quand on va voir un film, mais quelque chose qui est suffisamment bien fait pour qu'on y mette un degré de croyance.
Parce que, honnêtement, on peut bien se douter que jamais les enfants ne peuvent se battre d'une façon si cartoon contre les mecs d'Entité, parce que Entity, c'est le nom de Tina Turner dans le film. Les mecs d'Entité, à la fin, ils se battent contre les enfants leur foutent une rouste, mais de façon cartoon. Et ça, bien sûr, si on bloque parce que c'est pas réaliste, ah oui, bah là, c'est sûr, le film, vous pouvez arrêter tout de suite de regarder, hein. Non, mais il faut aussi accepter un petit peu ce qui est présenté dans ce film, hein. Et après, on y voit très clairement, je veux dire, Spielberg, il sait, hein, il a été influencé par Mad Max 3 quand il a fait Hook. Quand vous voyez tout le film, mais c'est évident. Et bon, et là tout le monde, Hook, oh mais c'est génial et tout ça. Oui, précisément, parce que Hook, c'est quoi? C'est une sorte de fable avec un univers fantaisiste, un univers qui n'existe pas. Mais le film de Mad Max, c'est aussi un univers qui n'existe pas. Donc pourquoi on lui reprocherait, oh c'est trop cartoon? Mais le mec, il fait ce qu'il veut. Et après, bien sûr, les gens, ils ont aussi beaucoup d'a priori. Et pense que la trilogie doit être toujours sur le même niveau de lecture, le même niveau de ton et de teinte et tout ça, et n'accepte pas que tout d'un coup, pour un volet, le mec il fait complètement autre chose. Il veut tester. Cette série de Mad Max, c'est une série presque expérimentale. En termes scénaristiques, de personnages, en esthétique, et bien sûr, il y en a qui préféraient quelque chose de bien plus réaliste, comme le premier et le deuxième, et le troisième, alors là, oh, c'est pas possible. Non mais c'est incroyable ça. Après, il y en a qui l'ont accepté, et c'est formidable, mais il faut essayer de se placer par rapport au film et qu'est-ce qu'il veut d'abord nous montrer. Et tous ces enfants, ils sont accompagnés, un peu dirigés par la personne la plus âgée dans le groupe, c'est Savannah. Miam, miam, miam. Ah non mais elle est très très jolie. Ça c'est une femme absolument délicieuse. Alors je trouve que quand elle est filmée de face, elle n'est pas très bien mise en valeur, mais de profil ou de trois quarts, alors oui, son visage semble beaucoup plus fin. Elle a une très très belle silhouette et elle a, on sent, de l'affection pour Max. Elle part avec quelques enfants et voilà ce qui nous reste de la civilisation, quelques bâtiments branlants et quelques foules disséminées un peu partout, regroupées dans des centres aérés ou non. Il y a plein d'autres personnages. Je ne vais pas vous faire un listing, il y a un mec avec un saxophone, il y a Master Blaster, alors c'est un petit nain sur un immense gars, c'est celui qui gère la partie en dessous, donc la partie qui génère de l'énergie pour Bartertown, et donc ce petit mec là, Master Blaster, enfin ce petit mec, en fait c'est un mec gigantesque, mais la tête pensante c'est Master, c'est le petit nain, et Blaster c'est l'espèce de gros gaillard sur lequel est Master, donc c'est une espèce de combinaison assez amusante. Voilà, et c'est tout fou, c'est super étrange, et voilà, ça c'est Mad Max, quoi. On souhaite voir des gens très spéciaux. Et il y a aussi mon grand ami, le mec du gyrocoptère, mais qui n'est pas forcément le même personnage que dans le deuxième volet. Et Dieu merci, le gyrocoptère man, là, il n'est pas important dans le film. Donc c'est bien, on le voit un petit peu au début, et on le voit un petit peu à la fin. C'est tout. Donc voilà, c'est pas le grand comique du film. Donc ça me rassure pour le coup. Il y a une galerie de personnages quand même assez saisissante, c'est très amusant de les voir tous interréagir. On explore l'univers, à mon sens, beaucoup plus qu'auparavant. Avant de parler un peu de la mise en scène, je souhaitais dire que une personne qui avait suivi Miller, son partenaire pour cette aventure des Mad Max, Byron Kennedy, est décédé. Le film lui est dédicacé parce que c'était quand même son partenaire de route à Miller. Et donc voilà, le film lui est dédicacé, le dernier volet de cette trilogie. Alors le premier plan du film est très étrange, c'est un plan en hélico qui fait écho au deuxième où on retrouve le gyrocoptère man avec son fils. Nous commençons avec un plan très très large et on va se rapprocher de plus en plus, on a un changement de valeur d'échelle et une contextualisation en plus. C'est un peu l'inverse de La mort aux trousses, on a la vue du tueur qui fonce vers Max. Miller devient un peu comme Max en quelque sorte, avec des travelling, des zooms qui travaillent à l'unisson. Miller fait des images incroyables, il travaille énormément la poussière et la fumée dans ce film-là. Mais alors plus que les autres, bien plus que les autres. Sa façon de filmer la course-poursuite finale, c'est très très similaire au deuxième volet. Et il y a beaucoup de points communs en termes de situation, en termes d'angle, de caméra. Beaucoup de réflexions, tout est prévu à l'avance, avec des maquettes, on voit dans les making-of, avec des petits jouets, des petites voitures pour schématiser les approches et tout. Ce sont des cascades aussi très dangereuses. Les gars qui faisaient les cascades avaient des casques vissés sur leur tête, mais vraiment, ils pouvaient pas le perdre ce casque. On a vraiment une ambiance à la steampunk,
On travaille les ambiances, c'est assez dingue. Barterton est très réussi. On a un chaos quand on rentre dans la ville dès le début, c'est complètement fou. Il y a un cache esthétique. On joue sur plein de couleurs, une esthétique design des costumes et du plateau, bien mieux que dans les précédents. La caméra d'ailleurs nous perd dans le décor, à un moment on ne sait même plus où on est, on ne sait même plus où est Max. C'est très réussi. Le combat dans le dôme du tonnerre, donc référence au péplum avec des élastiques, est assez intéressant, c'est très étrange, mais c'est bien filmé, bien monté. On a une espèce de présentateur du dôme, comme une sorte de présentateur de show télévisé, mais mis à part toute cette abondance esthétique, cette abondance de travail visuel sur l'ambiance, c'est un visuel qui est bien moins violent, qui est beaucoup plus comique. À un moment dans le film, on voit les enfants scier une espèce de barre sur laquelle se tient un méchant, et là ça fait tellement cartoon. C'est tellement cartoon. La violence est en fait limitée au Thunderdome. Mais ça veut pas dire qu'ils se sont touchés la nouille, l'équipe technique. Ils ont quand même fait un film assez osé, avec des tas de cochons qui posaient justement des problèmes d'hygiène sur le plateau, donc ils devaient s'en occuper de tous ces cochons, parce que c'est pas des cochons en virtuel, c'est des vrais cochons, et qui chient partout, donc ils devaient porter des bottes en plastique, et se nettoyer avant d'entrer dans la salle, sur le plateau. Et les dromadaires, les dromadaires. Alors il y avait un dromadaire un peu leader, qui s'appelait Rodney, et ce dromadaire il faisait n'importe quoi, il faisait tout ce qu'il voulait, mais et bien sûr ça énervait terriblement l'équipe technique, tout comme le singe qu'on voit un moment dans le film qui faisait pas ce que Miller voulait, alors ça pète les couilles quoi. Non mais vraiment ça énerve énormément. Et il y a aussi bien sûr les enfants, c'est toujours très délicat de tourner avec des enfants, alors bien sûr, les temps de tournage, ce sont plus les mêmes, et donc il faut occuper les enfants, voilà. Pour attendre, on leur mettait des couvertures, parce qu'ils étaient presque à poil, les enfants. Certains jouaient à des consoles portables. Oui, ils jouaient à la petite console portable, mais ça on voit dans le making-of, c'est très intéressant. Et on leur donnait des cours aussi pendant le tournage. Ce n'est pas comme ça, vous dites, il n'y a pas d'enjeu, ça a l'air un peu pourri, mais il y a un travail qui n'est pas forcément visible comme ça pour le spectateur, mais en termes de fabrication du film, c'est un film qui prend beaucoup de temps et qui est très osé, parce que les enfants comme ça, et c'est pas juste 2-3 enfants, c'est je dirais une quinzaine, voire même plus. Miller devait faire preuve de pédagogie, et on le voit dans le making-of, expliquer aux enfants ce qu'il veut, il doit être précis dans ses indications. On dirait un peu un grand-père qui leur racontait une histoire, mais je pense que pour lui, Mad Max 3 devait être un test pour savoir s'il était un bon réal, entre des scènes d'action avec des acteurs adultes et des enfants. Parce qu'avec des enfants, c'est un autre rythme, et c'est un autre film, et c'est précisément ce qu'on a dans le film. C'est vraiment un autre rythme, la façon de monter, la façon de filmer, c'est très 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 intéressant. Quand on confronte ces deux univers, l'univers adulte et l'univers enfant, j'en parlerai un peu plus tard. Je vais parler encore de 2 autres petites choses, c'est que le film n'est pas nommé Mad Max 3. C'est une façon de dire, à mon sens, que ce n'est pas vraiment une suite directe au deuxième, mais un épisode parallèle, comme oui, un épisode de série, un nouvel épisode de Mad Max. Voilà, je pense que c'est un style comme ça qu'on peut voir, il s'agit d'un prolongement très différent des 2 premiers films. Même la musique ne se rapproche pas forcément des compositions de Brian May, puisque c'est Maurice Jarre qui en assure l'écriture, avec un style un peu moins brut et peut-être plus romanesque. C'est là qu'on peut penser que la franchise s'est mainstreamisée. Et on l'entend dès le début, mais dès le début du film. Parce que dans les débuts des films, les précédents, on avait peut-être un peu de vent, et après on a une espèce d'accélération de bagnole, et on a le titre qui apparaît, ou voilà, quelque chose de très très sobre. Et là, on commence à voir de la batterie. Tan, 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 tan. Et on te dit, oulala, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Voilà, et dès le début, on a une musique qui est bien différente, et au moment où Tina Turner se met à chanter, bah là j'ai hurlé, je me dis quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? Oui, la musique et elle-même, c'est là pour montrer qu'il y a une dimension supplémentaire qui s'est rajoutée, quelque chose de plus ample, de plus global, qui veut rameuter plus de gens. Et la chanson très très connue de Tina Turner, We Don't Need Another Hero, vous tapez sur YouTube, vous entendrez tout de suite le thème, c'est un thème super connu, c'est une musique très connue qui termine le film, qui fait pleinement écho
à la phrase du capitaine de police dans le premier film, qui dit on va leur rendre leur héros, si je devais traduire, bien sûr. Donc il y a une dimension qui termine le film, qui termine vraiment la série Mad Max. On n'a plus besoin de héros puisqu'il n'y a plus rien à sauver. Je vais maintenant un petit peu parler du film à travers quelques interprétations anglo-saxonnes. Au moins eux, ils se bougent un peu le cul pour essayer de se poser des questions, que de simplement pointer du doigt des choses qui paraissent un petit peu étranges. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de critiques qui se sont concentrées sur la deuxième partie, un petit peu trop semblable aux Enfants perdus de Peter Pan, mais après ce retour sur la saga, cette chose est très étrange. Le troisième volet n'est pas censé proposer un monde encore plus complexe que le précédent. La société dans le troisième se reforme. Adieu les gangs, on forme des colonies qui se battent pour le contrôle des territoires. On crée de nouvelles civilisations avec leur religion, leurs traditions, typiquement dans Bartertown, la roue du destin, le Thunderdome, voilà. Nous sommes passés à une autre forme de sauvagerie, une sauvagerie civilisée, mais il y a aussi l'espoir pour le futur. Nous avons deux groupes, c'est l'être humain décomposé entre la ville, l'adulte, la désillusion, l'argent, le troc, la violence, le pouvoir, et les enfants, l'innocence, l'illusion, l'imagination, la candeur. Au-delà du dôme du tonnerre, on trouve une communauté isolée d'enfants, qui pourrait être inspirée, je pense très clairement de Sa Majesté des Mouches de William Golding, qui incarne un espoir de fonder un monde neuf sans le passé qui aurait été transmis par les adultes. Et Max vient s'humaniser au contact de cette tribu d'enfants. Les enfants livrés à eux-mêmes vivent en autarcie et se sont forgés leurs propres croyances, une sorte de religion qui les place dans l'attente d'un messie qui les mènera vers une terre promise, ce fameux foyer. Une idée assez curieuse, faut bien le reconnaître, mais qui apporte une nouvelle vision au monde dépressif dépeint jusque-là. Pour George Miller, le renouveau viendra donc de l'innocence perdue des enfants, plutôt que d'une société adulte livrée à de stériles luttes de pouvoir. D'ailleurs, le personnage de Master Blaster évoque une personnalité à la dualité très ambiguë, illustrant parfaitement l'innocence pervertie par le monde des adultes. Car si on peut voir dans Mad Max 3 un film inoffensif et grand public, on se montre pourtant moins manichéen que pouvait l'être Mad Max 2. Il y a pas mal de textes sur ce que représente Bartertown en termes politiques, en termes sociaux, des études psychanalytiques de la part des anglo-saxons, avec la mère qui demande au fils d'enlever au père sa force physique. Donc ici on parle de la mère, donc entité, qui demande au fils Max d'enlever à Master Blaster, Blaster, sa force physique. Il y a tout un sous-texte de la famille qui traverse ce film, qui était très peu présent dans les précédents. Et encore une fois, les Français sont complètement à la ramasse sur ce que pourrait signifier le film. Ils sont même voire hostiles à ce genre d'études. Et je pense qu'il faut se réveiller un petit peu parce que ça permet après à l'extrémisme d'entrer dans nos cœurs. Non mais sérieusement, il faut faire très attention avec ça. Mais ça permet de stimuler la compréhension des œuvres qui nous semblent un petit peu d'emblée ambiguës, ou en tout cas pas très bien structurées. Mais si on a une porte d'entrée, alors là c'est parti pour les interprétations les plus folles, et je vais vous en donner une ou deux là pour stimuler un petit peu votre engouement. On a deux images de la maison où il manque quelque chose, l'innocence et la désillusion. Celle de la civilisation, la violence pour le pouvoir. Notez que Bartertown d'ailleurs n'a pas d'enfants, ou en tout cas on nous en montre pas comme ça. C'est une société qui est en train de mourir, dans laquelle chacun participe à sa déchéance. Il n'y a pas d'espoir dans Bartertown. C'est une parodie de civilisation de western dans lequel on fait autrement qu'avec les goudrons et les plumes, mais c'est le même principe. Et on a celle, donc l'image de la maison, de la nature, qui est une perte dans la fantaisie pour maintenir la paix et l'espoir, donc l'illusion la plus totale. On délivre les enfants de leur idéologie autodestructive, du consumérisme et de la foi dans la technologie. On a deux images de la famille. Et comme dirait Marlon Brando dans Superman, le fils devient le père et le père le fils. C'est tellement ça dans ce film. Il y a tellement d'idées. Par exemple, il y a un accouchement à la fin du film. Mais vous vous dites, il n'y a pas d'accouchement dans le film. Mais si, c'est quand le train sort de Bartertown plein d'enfants. On a vu que Bartertown était lié au monde des adultes, lié à la mère principalement, donc à Tina Turner qui joue Entité, et les enfants
émerge de la mer de Parterton par la douleur et la souffrance de la population du monde adulte, la naissance d'une nouvelle famille sur la destruction d'une ancienne, et l'ouverture, c'est vraiment, on ouvre une voie de la ville, donc de la mer, pour en faire sortir un enfant qui va après voler de ses propres ailes à travers la course-poursuite finale. Et ça c'est pas de la métaphore de tapette. Hein. Il y a aussi un lien avec la Bible, et oui, mais tant qu'on y est, on fait la Bible. À ce que j'ai lu des trucs complètement fous. Max libère les esclaves, Entité serait représenté un peu comme une sorte de pharaon, et Max traité comme un messie, avec la traversée du désert, traité un peu comme le bouc émissaire dans le village, un messie pour les enfants, près de la mort, après il y a la résurrection, c'est tellement biblique tout ça, c'est tellement puissant, c'est tellement fort en fait, mais c'est incroyable que les gens ne l'aient pas reconnu quoi. La civilisation renaît à la fin par le souvenir, les histoires à raconter, donc on survit par l'illusion. Le film prend alors une forme de mémoire. Savannah raconte le mythe de Max mêlant le réalisme et l'imagination. Toute l'ironie de ce film, ni Max ni Entité ne finissent en étant à la tête d'une civilisation. C'est un privilège pour Savannah, qui est celle qui perpétue le mythe comme mensonge pour créer une nouvelle humanité grâce aux histoires. Voilà. Putain, je crois que j'ai vraiment fait le tour de ce film-là, mais voilà, ça veut dire, il y a beaucoup plus que ce que nous voyons simplement à l'écran. Il faut se creuser les ménages quand il y a un film qui vous échappe. Il faut pas penser que oh c'est juste un délire, c'est mauvais. Non, ce n'est jamais mauvais. Il y a toujours des choses qui sont derrière les choses, des plans dans les plans comme on dit dans Dune. Là l'espèce de je sais plus quoi, là l'espèce de grosse limace là dans sa grosse cage là qui dit je vois beaucoup de choses, je vois les plans dans les plans. Mais c'est ça. Et c'est pour ça aussi que je lis ce genre de travaux pour après vous en fournir au moins une synthèse un peu maladroite, un peu rapide, mais pour vous sensibiliser aussi au fait qu'il y a des choses derrière les images, il y a des intentions de réalisation et des fois des intentions d'interprétation qui sont libres après. Et il faut se libérer, aller dans les films et essayer de délirer aussi sur les interprétations, ça stimule et ça permet aussi de vous calmer aussi sur l'extrémisme négatif, critique sur certains films. C'est typiquement ce que j'oublie aussi, vous essayez de vous faire comprendre à travers cette présentation de film, à travers cette critique du 3e opus. Je n'ai pas tout dit, loin de là, mais à travers ces quelques points, je pense vous avoir prouvé un peu quand même que si on réfléchit un peu plus près, tout film est intéressant et mérite considération. Même si notre expérience de spectateur n'est pas très bonne, ce sont de nettes évolutions que propose cet opus, qui ne vont pas forcément dans le même sens que les précédents, mais qui sont quand même intéressantes. Ces 3 films, c'est 3 façons de concevoir l'univers Mad Max. Il ne s'agit pas d'être dans la continuité, loin de là. Ils sont tous les 3 différents. Et tous les 3 peuvent proposer quelque chose à voir et à explorer par la suite dans l'imaginaire du spectateur. Ce n'est pas parce que c'est moins violent que c'est moins bien. Pour le coup, je lui mettrai un bon 14,5 sur 20. Vraiment bien mérité. Je pense qu'il a été mal interprété. Je le trouve aussi bon que les précédents, mais bien sûr pour d'autres raisons. Il me reste maintenant plus qu'à attendre le prochain volet, Fury Road. Mes attentes sont énormes, bien entendu. Elles sont aussi énormes que l'ont été celles de Godzilla, donc j'espère que je ne serai pas déçu. Mais là, ça semble un peu mieux se présenter quand même que Godzilla, étant donné que George Miller n'est pas un novice, qu'il reprend son univers, donc vraiment il est aux commandes de sa franchise à lui, de la franchise qui lui a donné la renommée mondiale. Les premières images sont magnifiques, donc vraiment à voir. Surtout qu'en regardant la bande-annonce, on décèle plein de choses des 3 films, mais vraiment des 3 films. Donc vraiment, je pense que ce sera pas décevant. Et j'espère que ce film marchera, parce qu'il sort 2 semaines après les Avengers, et j'espère qu'il se vautrera pas, parce que ce genre de film mérite vraiment de revenir, pour le coup. Surtout quand c'est fait par le réalisateur des originaux. J'ai terminé cette critique du 3e volet de Mad Max. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à balancer tous les commentaires si vous dites que je suis complètement fou quant aux interprétations ou que
voilà, ça vous a ouvert l'esprit, ça vous a peut-être relativisé, votre avis est peut-être un petit peu rapide sur le 3e volet. N'hésitez pas à me faire partager votre ressenti vis-à-vis de ce 3e opus, vis-à-vis de ce que je dis dans la vidéo. Et quant à moi, eh bien, je rends l'antenne. Je vous remercie encore une fois d'avoir vu cette vidéo, de suivre cette semaine Mad Max. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des critiques. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!